Bonjour. On dit souvent que quand on aime, on ne compte pas. C'est une phrase magnifique, poétique, romantique. C'est aussi le mensonge le plus dangereux que vous puissiez vous raconter. Parce que la réalité, froide et mathématique, finit toujours par nous rattraper. Aujourd'hui, en 2026, l'argent n'est plus seulement un moyen d'échange. C'est la cause numéro 1 des divorces en France, loin devant l'infidélité ou l'ennui. Regardez autour de vous. Ou mieux, regardez votre propre situation. Vous vivez peut-être avec quelqu'un que vous aimez profondément. Vous partagez le même lit, les mêmes rêves, peut-être les mêmes enfants. Mais dès qu'il s'agit de payer les courses au supermarché ou de régler la facture d'électricité, quelque chose change. Une tension invisible s'installe. Qui paye quoi? Est-ce que c'est mon tour? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir? Nous vivons une époque étrange. La société moderne nous a vendu l'idée de l'indépendance absolue. On nous a appris qu'il ne faut dépendre de personne. Résultat, nous avons transformé nos couples en petites entreprises de colocation où chaque centime doit être justifié. Nous avons remplacé la fusion amoureuse par des tableaux Excel et des virements bancaires instantanés entre conjoints pour rembourser sa part de la pizza du samedi soir. Est-ce vraiment cela, la vie à deux? Être des colocataires de luxe qui partagent un abonnement Netflix? Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce modèle. Nous allons voir pourquoi l'égalité mathématique du 50-50 est souvent une injustice morale profonde. Nous allons analyser pourquoi garder ses comptes totalement séparés est une préparation psychologique à la rupture. Et surtout, je vais vous présenter une méthode. Une architecture financière solide, logique, qui permet de protéger votre argent, votre liberté, mais surtout votre couple. Ceci n'est pas un conseil matrimonial, c'est une leçon d'ingénierie financière appliquée au bonheur. Commençons par observer le scénario le plus répandu. Celui que la majorité des jeunes actifs adoptent aujourd'hui sans même réfléchir. La séparation stricte et le mythe du 50-50. C'est le modèle par défaut de notre génération. Chacun garde son compte bancaire, son salaire, son autonomie. Et pour les dépenses communes, le loyer, l'électricité, les courses, on divise tout par deux. Sur le papier, cela semble parfait. C'est l'égalité moderne. L'homme et la femme sont égaux, donc ils paient la même chose. C'est juste? Non. Non, c'est une illusion d'optique. Laissez-moi vous donner un exemple concret pour illustrer la violence cachée de ce système. Prenons un couple fictif, appelons-les Thomas et Sarah. Thomas a une carrière qui a bien décollé. Il gagne 4 000 € net par mois. Sarah, elle, travaille dans un secteur passionnant mais moins rémunérateur, ou peut-être qu'elle a réduit son temps de travail pour s'occuper des enfants, ou qu'elle est en début de carrière. Elle gagne 1 500 € net. Ils vivent ensemble dans un appartement sympa à Paris ou à Lyon. Leurs charges communes totales, loyer, nourriture, charges, assurance, s'élèvent à 2 500 € par mois. Dans le système du 50, Thomas et Sarah doivent chacun mettre 1 250 € sur la table. C'est la règle, c'est l'égalité. Regardons maintenant ce qui reste dans leur poche à la fin du mois. C'est là que la vérité éclate. Une fois sa part payée, il reste à Thomas 2 750 €. C'est une somme considérable. Avec cet argent, Thomas peut se construire un patrimoine. Il peut investir dans un PEA, acheter des ETF, se payer des voyages, changer de voiture ou simplement épargner pour sa sécurité. Thomas s'enrichit. Chaque mois, il devient plus libre. Et Sarah? Après avoir payé ses 1 250 €, il lui reste 250 €. Avec 250 € en 2026, avec l'inflation que nous connaissons sur les produits du quotidien, Sarah ne vit pas. Elle survit. Elle ne peut pas épargner. Elle ne peut pas investir. Si sa voiture tombe en panne, c'est une catastrophe financière. Si elle veut s'acheter des vêtements ou aller chez le coiffeur, elle doit calculer. Dans ce même appartement, vous avez donc deux réalités économiques totalement opposées. Vous avez un riche qui capitalise et un pauvre qui stagne.
Thomas vit dans l'abondance. Sarah vit dans la précarité. Pourtant, ils partagent le même frigo. Ce système crée inévitablement du ressentiment. Sarah va finir par se sentir étouffée. Elle va voir Thomas s'acheter le dernier gadget technologique sans scier, alors qu'elle hésite à prendre un dessert au restaurant. Elle ne le dira peut-être pas tout de suite, mais la frustration va s'accumuler. Elle va se sentir punie par cette pseudo-égalité. De son côté, Thomas ne comprendra pas. Il se dira « Mais on a partagé les frais, pourquoi elle se plaint ?» C'est juste. Le 50-50 fonctionne uniquement si les deux partenaires ont exactement les mêmes revenus. Dans la vraie vie, c'est rarissime. Et même si c'est le cas aujourd'hui, ça ne le sera pas demain. Une promotion, une perte d'emploi, un congé, maternité, une maladie, les revenus fluctuent. Si votre système repose sur une égalité stricte des montants, il s'effondrera à la première turbulence. Alors, quelle est l'alternative? L'autre extrême, la fusion totale, c'est le modèle de nos grands-parents. Le compte joint unique. Tout l'argent qui rentre va dans un pot commun. Il n'y a plus de mon argent ou ton argent. Il n'y a que notre argent. Psychologiquement, c'est très fort. C'est un engagement total. Tout ce que j'ai est à toi. Cela supprime le problème des inégalités de revenus. Si Thomas et Sarah mettent tout en commun, ils ont 5 500 € à deux. Ils sont riches ensemble. Mais ce modèle a un défaut majeur, mortel pour les couples modernes, la perte de liberté individuelle. Quand tout est commun, tout devient sujet à jugement. Si Thomas veut s'acheter une console de jeu à 500 €, il ne dépense pas son argent, il dépense l'argent du ménage. Sarah a donc un droit de regard. Elle peut dire « Tu trouves vraiment que c'est raisonnable alors qu'on doit changer le canapé ?» Si Sarah veut s'offrir un week-end entre copines ou une paire de chaussures de luxe, elle doit implicitement obtenir la validation de Thomas. On se retrouve infantilisé. On doit demander la permission pour utiliser l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front. Pour un adulte responsable, c'est insupportable. Cela tue le désir. Cela tue la spontanéité. On finit par cacher des achats, par mentir sur le prix des choses pour éviter les remarques. Non, cette veste, je l'ai eue en solde, elle ne coûtait rien, alors qu'elle a coûté 300 €. Quand on commence à mentir sur l'argent, on commence à mentir sur le reste. L'être humain a un besoin fondamental d'autonomie. Nous avons besoin de sentir que nous avons le contrôle sur une partie de notre vie. Si chaque dépense doit passer devant le comité budgétaire du couple, la vie devient une négociation permanente et épuisante. Alors, nous sommes face à une impasse. D'un côté, le 50-50 qui crée de la pauvreté et de l'injustice. De l'autre, la fusion totale qui crée de la dépendance et de l'étouffement. Il existe pourtant une troisième voie, une méthode hybride, rationnelle, qui prend le meilleur des deux mondes. Je l'appelle la stratégie de la triple alliance. C'est un système que j'observe chez les couples qui durent et qui s'enrichissent ensemble. Ce n'est pas seulement une technique bancaire, c'est une philosophie de vie. Voici comment cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'une banque spécifique, n'importe quel établissement français fait l'affaire. Vous avez besoin de structure. Imaginez 3 vases. Le premier vase est le compte joint. C'est le pilier de la maison. Les 2 autres vases sont vos comptes personnels. Ce sont vos jardins secrets. La règle d'or de cette méthode, c'est la proportionnalité. On oublie l'égalité en montant, on passe à l'équité en effort. Reprenons Thomas et Sarah. Total des revenus du foyer, 5 500 €. Thomas apporte 73% des revenus. 4 000 sur 5 500. Sarah apporte 27% des revenus. 1 500 sur 5 500. C'est cette clé de répartition 73-27 qui va tout changer. Première étape, définir le budget commun. Combien coûte la vie de ce couple? Loyer, énergie, courses, assurance, taxes foncières, épargne de précaution pour la maison, vacances communes. Disons que tout cela coûte 3 000 € par mois. C'est le montant qui doit atterrir sur le compte joint chaque mois pour que la machine tourne. Au lieu de diviser ces 3 000 € par 2,
Ils vont les financer au prorata de leur salaire. Thomas va virer 73% de la somme, soit environ 2190 €. Sarah va virer 27% de la somme, soit environ 810 €. Regardez la magie opérée. Pour Thomas, virer 2190 € sur un salaire de 4000, c'est un effort, certes, mais il lui reste 1810 € pour lui. Pour Sarah, virer 810 € sur un salaire de 1500, c'est gérable. Il lui reste 690 € pour elle. Qu'avons-nous accompli ici? Premièrement, toutes les factures sont payées. La sécurité du foyer est assurée. Deuxièmement, Sarah n'est plus étranglée. Il lui reste presque 700 € d'argent de poche. Elle respire. Elle n'est plus la pauvre du couple. Troisièmement, Thomas garde un pouvoir d'achat supérieur, ce qui est logique puisqu'il gagne plus, mais il participe à la hauteur de ses moyens au bien-être commun. C'est ça, la solidarité. C'est comprendre que si votre partenaire est stressé financièrement, il ne peut pas être un bon partenaire amoureux. Payer plus quand on gagne plus, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sérénité de votre foyer. Vous achetez la paix des ménages. Et croyez-moi, la paix n'a pas de prix. Mais la méthode ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de payer les factures. Il faut construire l'avenir. C'est ici qu'intervient la notion d'investissement. Trop de couples consomment ensemble, mais investissent séparément. C'est une erreur. Si vous voulez construire une liberté financière, vous devez avoir des objectifs communs. Acheter une résidence principale, préparer la retraite, financer les études des enfants. Le compte joint ne doit pas servir qu'à payer EDF. Il doit aussi servir à alimenter un compte d'investissement commun, que ce soit une assurance vie en coadhésion ou un simple compte titre joint pour acheter des ETF World. Considérez l'épargne comme une facture que vous payez à vous-même. Intégrez par exemple 500 € d'investissement mensuel dans vos charges communes, toujours réparties selon la règle du prorata. Ainsi, le patrimoine du couple grossit. Vous ramez dans le même bateau, dans la même direction. Maintenant, parlons de ce qui reste sur les comptes personnels. C'est 1810 € pour Thomas et c'est 690 € pour Sarah. Cet argent est sacré. C'est la zone de liberté totale. C'est avec cet argent que Thomas peut s'acheter sa montre connectée, ses jeux vidéo ou aller boire des verres avec ses collègues. C'est avec cet argent que Sarah peut s'offrir ses vêtements, ses loisirs, ses passions. La règle est simple, aucun droit de regard. Tant que la contribution au compte joint a été versée, l'autre n'a absolument rien à dire sur l'utilisation du reste à vivre. Si Thomas veut dépenser tout son reste à vivre en figurines de collection, c'est son problème. Sarah n'a pas le droit de dire « c'est immature », c'est son argent. Si Sarah veut épargner tout son reste à vivre pour s'acheter un sac de luxe dans 6 mois, Thomas n'a pas le droit de dire « c'est futile », c'est son argent. Cette séparation est vitale. Elle permet de conserver son identité. Elle permet de faire des cadeaux à l'autre sans utiliser l'argent commun. Ce qui est toujours un peu absurde. Chérie, je t'ai acheté un cadeau avec notre argent. Elle permet surtout d'éviter 90% des disputes quotidiennes. On ne se dispute plus pour des broutilles, car les broutilles sont financées par l'argent personnel. Il y a cependant un point délicat que je dois aborder. C'est le sujet tabou par excellence, la protection en cas de rupture. Personne ne se marie en pensant au divorce. Mais ne pas y penser, c'est comme conduire sans ceinture de sécurité sous prétexte qu'on est un bon conducteur. Les accidents arrivent. En France, le régime matrimonial par défaut est la communauté réduite aux acquets. Cela signifie que tout ce que vous gagnez et achetez pendant le mariage appartient aux deux. Même si vous avez des comptes séparés, attention à ce détail technique que beaucoup ignorent. Si vous êtes marié sous ce régime, l'argent sur votre compte personnel est légalement commun. En cas de divorce, le juge divisera tout par 2. C'est pourquoi, pour ceux qui ont des patrimoines disparates ou qui veulent une vraie indépendance, le régime de la séparation de biens est souvent plus sain. Il clarifie les choses. Ce qui est à moi,
Ce qui est à toi est à toi. Cela n'empêche pas d'avoir un compte joint et d'acheter une maison ensemble, en indivision. Mais cela protège l'entrepreneur, l'héritier ou simplement celui qui a épargné toute sa vie face à celui qui a tout flambé. Allez voir un notaire. C'est le meilleur investissement que vous ferez avant de dire oui. Ce n'est pas romantique, mais c'est responsable. Un autre aspect crucial à gérer en 2026, c'est l'évolution des carrières. Le prorata n'est pas figé dans le marbre. Il doit être dynamique. Chaque année ou à chaque changement majeur, augmentation, changement de poste, vous devez vous asseoir et recalculer. Chérie, j'ai eu une augmentation de 500 €. Super, on refait le tableau. Peut-être que la répartition passera de 73, 27 à 75, 25, ou l'inverse. C'est un rituel nécessaire. Cela montre que vous êtes transparent. L'opacité crée la suspicion. La transparence crée la confiance. Certains me diront, « Ernest, mais moi je gagne 10 fois plus que ma femme. Si je fais au prorata, je paye tout. » Si l'écart est immense, le prorata pur peut effectivement sembler déséquilibré. Dans ce cas, on peut fixer des plafonds ou ajuster. L'objectif n'est pas une formule mathématique rigide, mais le sentiment de justice. Mais posez-vous la question, pourquoi vivez-vous avec cette personne? Est-ce une partenaire de vie ou une colocataire? Si vous gagnez 10 000 € et qu'elle en gagne 1 000, et que vous l'obligez à payer 50% d'un loyer parisien, vous n'êtes pas un partenaire. Vous êtes un propriétaire qui exploite un locataire insolvable. Vous la maintenez dans une dépendance financière qui l'empêchera de vous quitter le jour où elle ne vous aimera plus. Et, au fond, voulez-vous qu'elle reste pour vous ou pour votre argent? Donner à l'autre les moyens de son autonomie, c'est la preuve d'amour ultime. C'est dire « Je veux que tu sois libre et je veux que tu choisisses de rester avec moi par amour, pas par nécessité économique. » Il y a aussi la question du travail invisible. Souvent, celui qui gagne moins d'argent, statistiquement encore souvent la femme, compense par plus de travail domestique, de gestion des enfants, de charge mentale. Ce travail a une valeur économique. Si vous deviez payer une nounou, une femme de ménage, une cuisinière et une assistante personnelle pour faire ce travail, cela vous coûterait des milliards d'euros. Le système du prorata permet de reconnaître implicitement cette valeur. Celui qui gagne plus d'argent, cash, compense financièrement celui qui apporte d'autres richesses au foyer. C'est un rééquilibrage des forces. Pour conclure, je voudrais que vous reteniez une chose. L'argent est un outil. Ce n'est pas un but. Un marteau peut servir à construire une maison ou à fracasser un crâne. L'argent, c'est pareil. Mal géré, il fracasse votre couple. Bien géré, il construit votre avenir. Ne laissez pas les non-dits s'installer. Ce soir, n'allumez pas la télé tout de suite. Prenez une bouteille de vin ou un thé. Asseyez-vous avec votre partenaire. Sortez vos fiches de paie, vos relevés de compte. Sans jugement, sans reproche. Regardez la réalité en face. Combien on gagne vraiment? Combien on dépense vraiment? Est-ce que la répartition actuelle est juste? Est-ce que l'un de nous se sent lésé? Posez ces questions. Elles font peur, mais elles sont libératrices. Mettez en place la stratégie des 3 comptes. Automatisez les virements. Le jour où le salaire tombe, hop, le virement vers le compte joint part automatiquement. Le virement vers l'épargne part automatiquement. Ce qui reste, c'est pour vous. Vous verrez, une charge mentale immense va disparaître. Vous n'aurez plus à penser à qui doit payer quoi. Le système le fait pour vous. Vous pourrez recommencer à parler d'autre chose que de factures. Vous pourrez recommencer à parler de projets, de rêves, de vacances. Vous pourrez recommencer à être des amants plutôt que des comptables. L'indépendance financière est un but noble pour un individu. Mais la réussite financière d'un couple, c'est une équipe qui gagne ensemble. Ne jouez pas l'un contre l'autre, jouez contre le reste du monde ensemble. C'est ça, la véritable puissance. Réfléchissez-y, faites les calculs et surtout, agissez. À très bientôt.